Mauvaise nouvelle. Malgré le prix en sang et en vie élevé, les éophores qui admiraient les fondations de Vert-de-Gris sentirent une vague de fierté, en se disant qu'ils n'avaient pas souffert en vain. Mais tandis que l'on posait les premières pierres et dressait les premières idoles gardiennes, ailleurs, un danger menaçait l'existence de la colonie. Fonder une nouvelle cité dans des étendues sauvages des royaumes n'est pas chose aisée. La porte de Gil-Narad et ses environs avaient été si polluées par les serviteurs du prince du chaos que bâtir la colonie sur ces terres aurait été une invitation à la corruption. Ainsi, les dévots de Sigmar furent chargés de purger la région en se flagellant avec des fouets en poils de rhinox, jusqu'à ce que leur sang pieux imbibe la terre riche et étouffe les graines de la dépravation. Des prêtres verts semèrent de l'écorce sainte et de la vigne reine dans les sillons sanglants laissés par les impies, et ils aspergèrent l'aqua guinaris bénite pour que les racines de ces plantes robustes poussent plus vite et plus fortes et qu'elles forment une barrière naturelle pour soutenir les fortifications des sous de fer. La maréchale Thoriane observa les travaux avec satisfaction et supervisa le placement des idoles gardiennes et des autres structures défensives. La commandante Aguirre osa espérer que l'expédition de Guiran avait déjà affronté ses pires obstacles et qu'elle pourrait enfin préparer l'avenir. Le barrage de Voril. Le sous-maréchal Vandis fut stupéfait par l'ardeur et le professionnalisme qu'Evander Neswaite avait inspiré à ses hommes. Bien que leurs rations de nourriture fussent maigres, ils travaillaient nuit et jour sans se plaindre, traînant blocs de pierre et planches jusqu'à la vallée et au barrage de Voril. Vandis avait proposé que ses ingénieurs sous de fer supervisent les travaux, mais Neswaite avait refusé. L'antique maçonnerie fournissait des fondations robustes, expliqua-t-il, et il suffisait de bâtir des contreforts neufs pour soutenir la structure principale. La sueur et le sacrifice des gens honnêtes suffiraient. Les jours passant, sans nouvelles de Neswaite, Vandis dut admettre qu'il se réjouissait de voir tant d'hommes quitter la croisée pour aller aider leur chef. Dès le jour où il les avait rencontrés, il avait été troublé par les habitants de la colonie. C'était leur étrange regard perdu, le vide dans leurs yeux, et plus que tout, leur odeur particulière, un relent de viande crue mal dissimulé par des parfums et des herbes. Peut-être que leurs isolements prolongés dans ces terres sauvages pesaient sur eux plus que Vandis pouvait l'imaginer. C'était une idée inquiétante, renforcée par les rapports de plus en plus nombreux signalement des comportements étranges parmi ses propres troupes. Pas moins d'une vingtaine de ses subordonnés avaient été mis aux arrêts en raison de leur attitude, jugée dangereuse pour les autres et catastrophique pour le moral. L'un des plus atteints avait dévoré la chair des doigts de sa main droite. Mais Vandis dut se détourner de cette affaire avec l'annonce de l'arrivée de la maréchale Thoriane qui confirma que les premières pierres de la cité franche de Vert-de-Gris avaient été posées. Alors qu'il se retirait dans ses quartiers pour fêter la nouvelle, Vandis fut confronté à une silhouette sombre qui avait réussi à se glisser dans un périmètre de son camp. C'était une elfe, engoncée dans une armure dorée et drapée de robes turquoises. L'instinct du premier sous-maréchal fut de sonner l'alarme. Il n'avait pas de temps à perdre avec les arrogants luminettes et leurs exigences. Mais lorsque la sénéchale
Oranat du temple hydrilien mentionna la véritable nature du barrage de Neswaite, la fanfaronnade de Vandis se changea en peur, car les déclarations de l'elfe confirmaient ses soupçons. Oranat expliqua que Neswaite avait cédé à quelques malédictions du sang, tout comme les autres colons. Il ne vénérait plus Sigmar, mais le même dévoreur de cadavres bouffis qui avait attiré les Éophores dans son horrible château, Ushoran, le roi charognard. Plutôt que de fournir une quelconque protection, le barrage de Neswaite visait à détourner les eaux souillées du Voril vers son fleuve frère, le Flottrissement, pour répandre davantage la malédiction du domaine du Choran jusqu'à la cité naissante de Vert-de-Gris. Vandis n'était pas du genre à prendre ce qu'on lui disait pour argent comptant, surtout pas les paroles d'une elfe à la langue bien pendue. Il enfila sa veste et son plastron avant de se précipiter hors de sa tente pour rassembler les guerriers qu'il pensait avoir encore la tête sur les épaules. La sénéchale Oranat sortit à la suite du sous-maréchal et se glissa dans les ombres où l'attendaient 3 autres lames hydriliennes. Les humains, toujours aussi prévisibles, comptaient charger pour régler le problème avec toute leur brutalité habituelle. Cela arrangeait Oranat. Les Éophores serviraient de distraction aux infâmes cannibales le temps que les Hydriliens infiltrent leur territoire, trouvent l'esprit blessé de la source du Voril et le purifient par le rituel d'Anour, la libération du courant. Pas de repos pour les fidèles. Bien que les croisés de Giran aient accompli l'exploit d'atteindre leur destination malgré les obstacles et les ennemis qui s'étaient dressés devant eux, ils n'avaient pas le temps de se reposer et de profiter de leur triomphe. Les royaumes dévorant rapidement ceux qui se croient en sécurité. Dès la pose des premières pierres sur le site de Vert-de-Gris, les vautours se rassemblèrent. À la surprise de la maréchale Thoriane, les attaques de ghouls, qui avaient harcelé la colonne depuis sa fuite de la cour du Choran, s'étaient calmées. Mais tout espoir que cela annonçait une période de repos pour ces troupes éreintées vola bientôt en éclats. Les détachements envoyés en reconnaissance autour du site de Vert-de-Gris furent attaqués par des hordes pourrissantes d'adorateurs de Nurgle, dont la présence dans les régions marécageuses au-delà de l'encolure était aussi forte que partout en Verdia. Les soldats de Amerolgira connaissaient ces ennemis autant qu'ils les haïssaient. Bientôt, les marais furent gorgés de cadavres de fidèles de Sigmar, comme de Nurgle. La violence de ces combats attira bientôt d'autres habitants maléfiques des étendues sauvages, les Krull Boys, palustres du clan des Plantes-Grottes, virent une occasion de satisfaire leur appétit pour la torture et la cruauté. Ils tendirent des embuscades à toutes les patrouilles éophores qui s'aventuraient sur leur territoire. La vue des hommes-fers dépecés et laissés à la merci des guêpes Glevailles devint fréquente. Les moins chanceux d'entre eux restaient en vie pendant des jours pour le plaisir de leurs tourmenteurs. La maréchale Thoriane expliqua avec une agressivité inhabituelle à ces outrages en lançant des patrouilles plus importantes et mieux armées et en envoyant ses cavaliers des guildes franches, dont son escorte favorite, le fameux escadron Crève-Ghoul, pour abattre l'ennemi. Ces tactiques furent efficaces, même si elles entraînèrent plus de pertes que Vert-de-Gris pourrait se le permettre. Nombre de ces soldats commencèrent à marmonner qu'ils se battaient depuis que leur mission était terminée, qu'ils se battaient plus depuis que leur mission était terminée que pendant leur longue marche depuis Amerolgira. Mais, originaire d'une cité constamment attaquée par la faune et la flore de son impitoyable région, ils savaient qu'il serait insensé de compter sur les seuls remparts pour protéger Vert-de-Gris. Il n'existe aucun sanctuaire dans les contrées hostiles des royaumes mortels. Trahison et bain de sang.
Ayant compris que la malédiction du sang réal s'était enracinée chez les habitants de la croisée de l'Épieur, le sous-maréchal Vandis se rendit en toute hâte avec ses guerriers au barrage du Voril. Mais il semblait que ses troupes, non plus, n'avaient pas été épargnées par la folie du roi charognard. Le sous-maréchal Vandis n'était pas homme à perdre aisément son calme. Ancien berger, à scarabée et ouvrier qui s'était élevé dans la hiérarchie par son travail, il avait combattu certaines des créatures les plus féroces de la jungle. Mais l'idée que la folie puisse l'emporter après avoir bu un verre de vin ou s'être baigné dans un fleuve l'effrayait. Tandis que tombait le crépuscule, il poussa ses soldats jusqu'au barrage du Voril. Vandis ne pouvait s'empêcher de remarquer que certains semblaient en mauvais état, avec les yeux injectés de sang et la peau pâle. Plus d'un parlait dans sa barbe ou riait à des plaisanteries que lui seul entendait. Était-ce son imagination qui le faisait les voir dans cet état ? Lorsqu'ils atteignirent enfin l'entrée de la vallée du Voril, d'où le fleuve jaillissait autrefois avec puissance, ils furent frappés par l'étendue des travaux effectués par Neswaith et ses hommes. L'écluse brisée avait été rénovée avec de la pierre et de la terre tassée. Un canal sophistiqué liait le fleuve à l'est par une série de chutes sinueuses jusqu'au fleuve voisin du Voril. Neswaith attendait au sommet de la structure, sa silhouette se détachant sur un ciel violet. Il leur souhaita la bienvenue. Il accueillit Vandis comme un vieil ami et invita le sous-maréchal en haut du barrage pour qu'il voie l'œuvre accomplie. Prudemment, Vandis et son escorte se grimpèrent l'escalier de pierre jusqu'au sommet de la structure, en se préparant à saisir et maîtriser Neswaith si il se montrait violent. Le sommet du barrage était une plateforme de planches de récupération assez large pour que des soldats y patrouillent côte à côte. D'un côté, les eaux noires d'encre du Voril léchaient la façade de pierre. De l'autre, l'eau s'écoulait dans les ténèbres par une série de vannes. Neswaith était appuyé contre le parapet et regardait sa création avec un sourire béat. « Soyons prudents, » murmura Vandis. « Ligotons-le et bâillonnons-le, et nous verrons ce que les prêtres verts pourront faire de lui. » Le chevalier éminent, Gardement, hocha la tête. Il était accompagné de 2 robustes hommes-fers. Neswaith ne semblait pas être armé. Mais le cœur de Vandis battait tout de même la chamade. Quelque chose clochait ici. Quelque chose qu'il n'arrivait pas à déterminer. Une odeur dans l'air. Les nuages au-dessus s'ouvrirent pour laisser passer une lance de lumière qui baigna la scène d'un éclat argenté. « Monsieur !» gifla Gardman. Le chevalier éminent regardait par-dessus le bord du barrage dans les eaux sombres en dessous. Son visage était blafard. Vandis suivit son regard et son sang se figea. La lumière des cieux avait brièvement rendu la surface du lac artificiel transparente, dévoilant la constitution inférieure du barrage. Des cadavres avaient été grossièrement encastrés dans ses fondations, leurs membres grêles et leurs crânes pourrissants se mêlant au bois et à la pierre comme une sorte d'argile ignoble. Des yeux aveugles regardaient le sous-maréchal. Certains cadavres portaient encore leurs uniformes et leurs plastrons, frappés de l'arme héraldique de Amerol Gira. Vandis tira son épée de son fourreau en un éclair et la pointa sur Neswaith. « Soumettez-vous au jugement de Sigmar, assassin !» rugit-il. Neswaith montra les dents. « C'est vous qui m'accusez d'un tel péché, vous, dont les propres camarades ont tiré une balle dans le cœur du roi de l'été ? Des brigands et des pillards qui portaient les atouts de soldats chevaleresques, mais qui n'aspiraient qu'à détruire, des sauvages qui se prétendaient serviteurs du roi tout en portant la pire des noirceurs en leur cœur. « Qui vous a prévenu, dément ?
cracha Vandis. Qui vous a ordonné de bâtir cette abomination ? La lame loyale du roi de l'été, répondit Neswaite. Le noble gardien Glimloch. Écoutez, entendez-vous le son des trompettes qui annoncent son arrivée ? Nombre tomba. Quelque chose passa juste au-dessus de la tête de Vandis, qu'il aperçut à peine, des ailes membraneuses et un visage pâle et semblable à un crâne. Des mains crochues saisirent le chevalier éminent, Gardman, et l'emportèrent, hurlant dans la nuit. « Il est arrivé !» se réjouit Neswaite. Des cris et des rugissements inhumains retentirent. Vandis baissa les yeux et vit des silhouettes titubantes surgir par le col de la vallée, émergeant des ravines et des grottes. Certains de ces hommes firent feu, l'éclat du ronge-doigt allumé illuminant brièvement les visages couverts de sang des attaquants et la folie dans leurs yeux. Une demi-douzaine de ces soldats en bas furent emportés par la horde, et Vandis entendit leurs cris d'agonie tandis que les monstres les éviscéraient. Il sentit alors une main autour de sa gorge, et vit le regard fou de Neswaite plongé dans le sien. Vandis tenta de lui parler, l'épée dans le ventre. Mais Neswaite le poussa si fort que le sous-maréchal perdit l'équilibre. Son pied glissa sur une planche visqueuse et il bascula dans le vide, criant alors qu'il tombait vers le lac rempli de cadavres. Quelque chose l'attrapa en plein air. Il frémit, impuissant et terrifié, en s'attendant à être éventré d'un instant à l'autre, tandis que sa ravisseuse s'éloignait en volant du barrage morbide dans la nuit glaciale.